En cas de contrôle routier, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre mes documents d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais prendre un peu de temps pour répondre à cette question parce que ça, c'est une nouvelle réglementation qui vient juste d'arriver. Pour ceux qui savent déjà la réponse, n'hésitez pas à faire avance rapide. Ça vous permettra de passer l'explication qui sera peut-être un peu longue. Alors, il faut savoir que depuis le 1er avril 2024, nous ne sommes plus obligés de posséder la carte verte, donc ce document-là, ainsi que la vignette, qui est ce document-ci. Vous savez, le petit carré qu'on découpe et qu'on met sur le pare-brise. Elles sont remplacées par le fichier des véhicules assurés, donc ça s'appelle la FVA, auquel les forces de l'ordre ont accès même depuis un petit moment déjà, depuis 2019. Donc vous n'avez rien à faire, c'est mis automatiquement dans le fichier. Alors qui est concerné par cette nouvelle réglementation? Ce sont tous les véhicules immatriculés en France, donc les voitures, les camionnettes, les camping-cars, les motos, les trois roues motorisées, les poids lourds et les conducteurs d'engins agricoles. Et donc ceux qui conduisent des engins de chantier ou de manutention ou alors des tracteurs agricoles mais qui ne sont pas immatriculés, ainsi que tout ce qui est trottinette, gyropode, overboard, donc tout ce qui est engin de déplacement personnel motorisé, donc avec un moteur, ceux-là ne seront pas fichés dans ce fameux dossier des véhicules assurés. Donc vous devez pouvoir présenter en cas de contrôle les documents nécessaires. N'oubliez pas, c'est obligatoire de vous assurer quand même, hein. Donc c'est réponse B. Je peux continuer tout droit sans m'arrêter. Vraie réponse A, faux réponse B. On arrive à hauteur de damiers qui sont ici. Donc les damiers, ça veut dire que c'est la traversée d'une voie réservée, ce qui veut dire que je ne peux pas circuler dans le sens de la voie réservée, qui est ici, mais j'ai quand même le droit de la traverser. Si on me dit rien de particulier, c'est à moi d'observer à gauche et à droite pour laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée. Si j'ai une signalisation particulière, je dois la respecter. Ici, on a des feux avec un panonceau qui nous dit si c'est rouge clignotant, ça veut dire arrêt absolu. Et donc, on a vu sur la vidéo que ça n'était pas allumé, que ça ne clignotait pas. Donc là, je ne prends pas en compte ces feux-là et je peux traverser sans m'arrêter cette voie réservée. Donc, est-ce que je peux continuer tout droit sans m'arrêter? Vraie réponse A. Ce panneau m'informe de la présence d'un parking si je prends la voie de droite. Vraie réponse A, faux réponse B. Si ça avait été un parking en prenant la voie de droite, on aurait eu au bout le symbole P de parking, comme ici. Là, quand c'est un damier comme ça qui est rouge et blanc, ça veut dire que c'est une voie de détresse. Donc, qu'est-ce que c'est une voie de détresse? C'est quand vous prenez une grosse descente et que, bah, souvent pour les poids lourds, hein, d'ailleurs, il faut qu'ils freinent beaucoup et ils peuvent avoir des problèmes de freinage. Si leur véhicule ne freine pas, ils vont dans la voie de détresse. C'est un grand bac à sable qui va arrêter la voiture, comme sur la vidéo là. Donc non, ce n'est pas un parking, mais c'est une voie de détresse. Réponse B. Dans ce rétrécissement du nombre de voies, je ne bénéficie pas de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, on peut voir que ça va passer de 2 voies à une voie. Pourquoi? Parce que là, on a des flèches de rabattement et après, il va y avoir une voie réservée pour les bus. Donc, je n'aurai plus le droit de circuler dessus. Les flèches de rabattement m'indiquent que ma voie va s'arrêter et que je vais être obligé de changer de voie pour pouvoir continuer ma route. Comme moi j'ai les flèches de rabattement, je ne suis pas prioritaire puisque c'est ma voie qui s'arrête. Et donc quand je vais changer de voie, je vais être obligé de laisser passer ceux qui continuent dans leur voie normalement. Est-ce que je ne bénéficie pas de la priorité de passage? En effet, je ne bénéficie pas de la priorité de passage, je dois laisser passer les autres véhicules. Réponse A. Je lâche l'accélérateur dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rétrograde rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. On nous annonce un feu tricolore dans 70 mètres. Donc si on regarde au loin, on le voit, ce feu tricolore. Et d'ailleurs, il est rouge. Donc je vais forcément devoir ralentir. Le but est de le faire le plus tôt possible de manière à ne pas surprendre ceux de derrière. Comme ça me permet d'éviter de freiner, donc d'user mes plaquettes de frein. Donc je consomme moins mes plaquettes et je pollue moins parce que je ne diffuse pas de particules de plaquettes. En plus de ça, quand je lâche l'accélérateur, je ne consomme plus de carburant avec mon véhicule. Donc je consomme moins aussi et je pollue moins. Donc je lâche l'accélérateur dès maintenant. Est-ce que je rétrograde rapidement? En éco-conduite, il est conseillé de rétrograder le plus tard possible. Évidemment, il ne faut pas être en sous-régime, mais d'essayer de rétrograder le plus tard, c'est plus économique aussi. Donc, c'était réponse A et D. Cette signalisation m'oblige à m'arrêter. Vraie réponse A, faux réponse B. Nous sommes ici sur une voie qui est partagée avec les tramways. Vous voyez là, il y a les rails des tramways, mais elle est aussi ouverte à la circulation. Donc là, elle n'est pas réservée, cette voie-là, elle est partagée. Donc comme elle est partagée, il va falloir les deux types de feux. Le feu de gauche et en dessous ici, ça concerne le feu des tramways. Mon feu, moi, est ici à droite, donc moi je respecte le feu vert. Ça ne m'oblige pas à m'arrêter, le feu vert, je peux donc passer. Réponse B. Les agents discutent depuis un bon moment avec le véhicule de devant. Je peux klaxonner pour faire dégager la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une règle de savoir-vivre. Là, on suppose qu'il demande une information pour trouver quelque chose, parce qu'on voit les agents qui tendent le bras pour indiquer direction. Donc, on va le laisser prendre l'information et le laisser redémarrer ensuite pour pouvoir redémarrer ensuite. Le fait de klaxonner ne va pas améliorer la situation puisqu'il ne saura pas où se diriger. Et en plus de ça, le klaxon n'est autorisé que en cas de danger immédiat quand nous sommes en agglomération. Donc, comme nous sommes en agglomération, là, je n'ai pas le droit de klaxonner. Réponse B. Sur autoroute, cette signalisation m'annonce tout mode de paiement. Réponse A. Une voie affectée au télépéage. Réponse B. Un ticket d'entrée d'autoroute à récupérer. Réponse C. Vous avez ce panneau-là quand vous êtes sur l'autoroute. Et ça ne veut pas dire tout mode de paiement. Tout mode de paiement, ça va être ce symbole-là que vous aurez.
Ensuite, pour récupérer un ticket d'entrée d'autoroute, vous aurez ce symbole-là. Celui-ci, avec le T, ça veut dire que c'est une voie qui est affectée au télépéage. Donc c'était voie affectée au télépéage. Réponse B. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, le problème est que le cycliste va rencontrer des voitures qui sont en stationnement. Donc, le cycliste va forcément s'écarter un petit peu pour éviter de heurter ce véhicule-là et au cas où une portière s'ouvre. Donc, moi, c'est vraiment pas le bon moment pour dépasser ce cycliste puisqu'il va faire un écart devant moi. Est-ce que je dépasse ce cycliste? Non, réponse B. Il est préférable de patienter et de trouver un meilleur moment. J'aborde une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a en effet pas de stop, pas de céder le passage, ni pour moi, ni pour la voie de droite, donc on pourrait se dire que c'est une priorité à droite. Mais vous avez ce panneau-là, le panneau bleu qui nous indique que c'est un sens unique. Donc on ne peut que y rentrer dans cette rue-là. Et personne ne peut venir dans ce sens-là de circulation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panneau ni de marquage au sol. Donc ce n'est pas une priorité à droite. Réponse B. Pour ne pas louper mes vidéos suivantes, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer surtout la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu dès que j'ai une vidéo qui est en ligne. J'en mets très fréquemment. Et si vous appréciez mes explications, mettez-moi un like, ça c'est pour me faire plaisir. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont fait cette semaine des super thanks. Je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir, c'est une belle récompense que vous m'offrez. Allez, on passe à la question suivante. Je reste où je suis, réponse A, ou je m'écarte, réponse B. Alors, la réglementation est que quand on est en ville, on doit toujours laisser un espace minimum, là c'est obligatoire, hein, un intervalle minimum de 1 mètre. Si on est hors agglomération, ça aurait été 1,50 m, hein. Mais j'ai bien dit le minimum. Donc dès qu'on a la possibilité, même si on avait eu les 1 mètre là, il suffit qu'elle perde l'équilibre ou qu'elle soit au téléphone et pas bien concentrée, ou qu'elle décide de traverser. Des fois les gens tournent la tête, mais en même temps qu'ils tournent la tête, ils ont tendance à dévier leur trajectoire. Donc il faut toujours... Le mini 1 mètre, c'est vraiment pas grand chose. Donc, si vous avez la possibilité de faire plus, vous faites plus. Donc là, c'était je m'écarte, puisqu'on a la possibilité de le faire. Donc, réponse B. Diluer mon verre d'alcool dans du jus d'orange me permettra de limiter mon taux d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une fausse idée de se dire que quand on met du jus d'orange, en effet, ça va diminuer les conséquences sur mon taux d'alcoolémie. Alors, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous mettez de l'alcool, vous mettez une certaine quantité d'alcool. Ça, c'est votre alcool. Ensuite, si vous rajoutez ici du jus d'orange, cette quantité-là, certes, le verre est plus important, mais est-ce que la quantité d'alcool, là, est-ce qu'elle a diminué? Non, vous allez toujours boire la même quantité d'alcool, même si c'est mélangé dans le jus d'orange. La quantité d'alcool ne disparaît pas. Donc vous allez absorber la même quantité, donc la conséquence va être la même après. Donc ça ne diminuera pas mon taux d'alcoolémie. Donc c'était réponse B.
La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors ici, nous pouvons voir que nous sommes sur l'autoroute. Donc on peut se dire que la vitesse maximale normalement sur autoroute est de 130 km/h, puisque nous, on ne nous précise pas qu'on est jeune conducteur, donc on prend les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc normalement 130 km/h. Mais si on observe bien ces deux panneaux-là, on voit que ici, on va en direction de Turin-Milan. Hein. On est dans cette voie-là, d'accord? Et dans cette voie-là, c'est direction Turin-Milan. Donc, on va prendre la bifurcation qui est dans 250 mètres. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ceux qui vont prendre la bifurcation, puisque là, on a le panonceau qui est ici, ceux qui prennent la bifurcation sont limités à 110 km/h. Donc, en résumé, ceux qui sont ici, là, dans cette voie-là, et dans cette voie-là, eux sont limités à 130 km/h. Parce que moi, je suis dans une voie pour sortir, enfin pour aller en direction de Turin-Milan, je suis limité à 110 km/h. Donc réponse C, c'est la vitesse maximale autorisée. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd partiellement l'adhérence. Réponse A. Le pneu perd totalement l'adhérence. Réponse B. Alors, l'aquaplaning, c'est quand le pneu est soulevé, même un ou les quatre pneus, hein, ça peut être en fonction de la route, en fonction de l'eau qu'il y a sous les pneus. Mais c'est lorsque un ou plusieurs pneus sont soulevés à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que vous avez vu, là, il y a des sculptures, il y a des rainures qui sont ici, dans les pneus. Et donc ça permet d'évacuer l'eau. L'eau passe par là et ressort par derrière. D'ailleurs, on voit bien que ça ressort par derrière. À une certaine vitesse, si on va trop vite par rapport à la quantité d'eau qu'il y a au sol, eh bien, toutes ces rainures-là n'arrivent pas à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu. Donc, au bout d'un moment, comme ça n'arrive plus à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu, eh bien, il y a un film d'eau, il y a une petite quantité d'eau qui reste sous le pneu. Et donc là, le pneu se décolle de la route et il se met à flotter, en fait, quelque sorte. Vous faites du surf, finalement. Qu'est-ce qui favorise cet aquaplanage-là? Ou aquaplaning, hein, c'est un mot français, aquaplanage ou aquaplaning. On peut dire aussi hydroplanage, ne vous étonnez pas non plus par ce terme-là. Alors, qu'est-ce qui peut influencer et puis favoriser justement cet aquaplanage? C'est quand vous allez trop vite, donc le pneu n'arrive plus à évacuer, ou quand l'épaisseur d'eau sur la route est vraiment trop importante, c'est pareil, là le rainurage ne suffira plus. Il y a aussi l'usure des pneus. Si vos pneus sont usés, les rainures seront beaucoup moins importantes, donc ça évacuera beaucoup moins l'eau. Et puis il y a aussi la largeur du pneu. Plus ils sont larges, moins l'eau peut s'évacuer par les rainures, parce que là il y a beaucoup plus de surface d'eau en dessous le pneu. Donc c'était réponse B. Si je m'arrête, ce piéton pourra traverser en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, on a le piéton qui me regarde, il semble attendre. Moi j'ai le feu rouge, donc c'est vrai que je suis en train de freiner pour pouvoir arriver au niveau du feu. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un véhicule derrière qui est déjà un peu situé sur la gauche. Peut-être qu'il est en train de me dépasser. Si je commence à freiner pour pouvoir m'arrêter, vu qu'il est assez proche et déjà sur la gauche, lui, il va être tenté de me dépasser. Moi, je m'arrête ici
Et lui, il va être tenté de me dépasser. Et donc, si je m'arrête pour laisser passer le piéton, au moment où il est ici, celui de derrière, il n'aura aucune visibilité, hein. Il ne verra pas le piéton passer. Et le piéton qui est devant moi ne verra pas non plus la voiture noire arriver. Et là, je risque de la mettre en danger. Donc, si je m'arrête, il ne pourra pas traverser en toute sécurité. C'est bien plus sage de ne pas m'arrêter ici dans cette situation. Parce qu'il faut faire attention à un excès de courtoisie, d'accord? Parce que là, c'est de la courtoisie. Eh bien, ça peut devenir dangereux. Donc là, c'était réponse B. À cette intersection, je m'arrête, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. Je suis prioritaire, réponse C. Je cède le passage à droite, réponse D. Alors là, on pourrait se dire que le feu est orange et qu'il va passer au rouge. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le feu était clignotant. Regardez, si on revient en arrière, vous avez vu, le feu est clignotant. Derrière, on ne me colle pas non plus aux fesses. Donc tout va bien. Ça veut dire quoi quand il est clignotant à la place du orange? Il ne va pas passer rouge en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, donc c'est une intersection où on doit passer avec prudence et on doit regarder la signalisation. Qu'est-ce que nous dit la signalisation? Là, ici, on voit un panneau qui nous dit route à caractère prioritaire. Ça veut dire que sur toute cette route-là, je suis prioritaire si je continue sur cette route-là. La preuve, c'est que sur le côté, là, ici, on voit aussi un panneau céder le passage. Donc, vous avez bien un céder le passage qui est sur la droite. Donc, je suis prioritaire. Est-ce que j'ai à m'arrêter? Non, puisqu'il est uniquement clignotant, hein. Je vous ai dit qu'il n'allait pas passer au rouge. Donc là, je ne m'arrête pas, mais je vais ralentir. Tout en passant, je vais ralentir. Pourquoi? Parce que s'il clignote, ça veut dire qu'on doit passer en toute prudence, on doit ralentir un petit peu. Donc, je ralentis et je passe. Réponse B. Je suis prioritaire? Oui. Avec ce panneau-là, on voit qu'on est prioritaire. Donc, oui, réponse C. Donc, B et C. Est-ce que je cède le passage à droite? Non. À droite, ils ont un cédé le passage. Donc, c'est réponse B et C. En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là on me dit en cas d'éblouissement. Donc si je suis ébloui, c'est que je ne vois pas bien la route. Je ne vois pas ce qui se passe, donc je ne peux pas anticiper. S'il y a un deux roues sur le bord de la route, là, qui roule lentement, je ne pourrai pas le voir et je risque de le percuter. C'est pour ça qu'il faut ralentir. Donc déjà, dans un premier temps, c'était la réponse A. Ensuite, est-ce que j'allume les feux de route? Attention à ne pas confondre faire un appel de feu et allumer les feux de route. Quand j'allume les feux de route, c'est que je les enclenche pour plusieurs secondes. Et ça va éblouir celui d'en face. C'est vrai que 2 éblouis, ça va être encore plus dangereux. Donc, il ne faut pas le faire. C'est un appel de feu de route, vous pouvez faire, hein, c'est vous allumez quelques microsecondes et vous éteignez, vous faites ça plusieurs fois. Vous faites clignoter vos feux de route, en fait. Ça évitera d'éblouir la personne d'en face, mais ça vous permet de communiquer avec elle en lui disant qu'elle a oublié d'éteindre ses feux de route. Mais là, il faut surtout pas les allumer. Donc, réponse A et D. Je m'arrête au feu, réponse A. Je m'arrête au milieu de l'intersection, réponse B. Je m'engage, réponse C.
Alors, en règle générale, quand on doit tourner à gauche, on doit laisser passer ceux d'en face. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a les voies ici pour aller tout droit, et la voie pour aller à gauche. Ceux qui vont tout droit ont leur propre feu. Vous avez vu là? Voilà, ça c'est le feu pour aller tout droit. Nous, on a notre feu qui est ici, qui est pour aller à gauche. Quand on a un feu qui n'est que pour notre voie, donc là en l'occurrence pour aller à gauche, ça veut dire que je peux tourner à gauche directement sans laisser passer en face parce que ceux d'en face auront le feu rouge. Attention, hein, ne confondez pas, si j'avais pas eu le feu vert là et que le feu rouge avait été mis ici, donc par exemple je vous refais l'intersection, je prends un peu de temps hein, parce que souvent en conduite, ça vous embête ce genre de choses, vous avez un petit peu de mal à savoir quoi faire. Donc si vous avez cette situation-là, avec un feu ici et un feu là, d'accord? Ça veut dire que là, ces feux-là sont valables pour les 3 voies, les 2 pour aller tout droit et celle pour aller à gauche. Dans ce cas, si le feu avait été vert pour les 3 voies, il aurait fallu que je laisse passer ceux d'en face avant à mon tour de tourner à gauche. Attention à bien faire la différence. Ici, vous avez un feu qui est uniquement pour vous. Ceux qui vont tout droit ont le feu rouge. Moi, j'ai mon feu qui est pour tourner à gauche. Je peux y aller directement. Donc là, c'était réponse C. Je m'engage. Je ne m'arrête ni au niveau du feu, ni au milieu de l'intersection. C'est je m'engage directement. Vous savez vraiment, je vous conseille d'aller voir ma deuxième chaîne de conduite où on voit plein de situations différentes. On vous apprend à bien observer en temps et en heure, à savoir quoi observer. On analyse aussi quelles sont les meilleures décisions possibles à prendre en fonction de la situation. Donc ça va vous donner de l'expérience aussi bien au niveau du code pour pouvoir par exemple répondre correctement sur le thème du conducteur, mais ça va vous aider aussi en conduite. Ça vous évitera de prendre des heures supplémentaires en conduite que vous aurez déjà de l'expérience et vous aurez déjà une sensation de déjà-vu avant de commencer votre conduite. Commencez même avant de conduire, hein, c'est l'idéal. Comme ça, vous avez déjà de l'expérience. Alors, je vous mets le lien de cette chaîne en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et commencer à voir déjà les premières vidéos que j'ai faites. Je dois marquer un temps d'arrêt. Réponse A. Je cède le passage aux autres usagers. Réponse B. Je passe sans céder le passage. Réponse C. Alors ici, on arrive sur un feu tricolore et on voit qu'il ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand il ne fonctionne pas, vous devez regarder la signalisation. Et là, on constate qu'il y a un céder le passage. Donc si vous avez un céder le passage, vous devrez dans ce cas-là laisser passer ceux de la route principale à gauche et à droite. En face aussi, ils auront un céder le passage. Donc est-ce que je dois, moi, marquer un temps d'arrêt? Ne pas confondre avec le stop. Le stop, vous êtes obligé de marquer un temps d'arrêt. Le céder le passage, la différence, c'est que si vous avez assez de visibilité pour voir autour de vous, peut-être que vous pourrez vous permettre d'y aller sans vous arrêter, évidemment à condition qu'il n'y ait personne qui arrive, hein, on est bien d'accord. Mais là, ça va dépendre de la visibilité et du trafic qu'il y a autour de vous. Mais vous n'avez pas d'obligation de marquer un temps d'arrêt. Donc c'était uniquement la réponse B. La voiture laisse passer ce piéton. Il peut traverser sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on peut constater que le piéton s'engage parce que la voiture la laisse passer, mais on peut voir aussi qu'il y a 2 voies. Il y en a une ici et il y en a une là. Et là, du coup, il va se mettre en danger parce qu'il peut très bien y avoir un véhicule qui dépasse. Donc, il ne peut pas traverser sans risque. Il y a forcément un danger. On le voit bien en plus de ça, si vous observez bien, on voit même une voiture blanche arriver là à travers le pare-brise. Donc, il y a vraiment un danger parce que là, la voiture blanche, c'est pas sûr qu'elle puisse voir ce piéton. Parce qu'à mon avis, la voiture rouge est en train de lui cacher la visibilité. D'où le double danger. Donc, à partir du moment où vous laissez passer un piéton, pensez aussi qu'il va se mettre en danger
quand il va arriver sur la voie d'à côté. Donc c'était réponse B. Le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points, réponse C, 3 points, réponse D. Donc le permis de conduire probatoire. Alors probatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on est jeune conducteur, ça veut dire qu'on vient d'obtenir le permis de conduire, d'accord? Eh bien automatiquement, on part sur une base de 6 points. Et progressivement, on va arriver, comme ceux qui ont tous leurs points et qui ne sont plus jeunes conducteurs, on va arriver aux 12 points, progressivement. Alors, comment ça fonctionne? Si vous n'êtes pas en conduite accompagnée, donc vous avez passé votre permis par exemple à 18, 20 ans ou plus, vous n'êtes pas en conduite accompagnée, là, dans ce cas-là, vous allez avoir 3 ans de période probatoire, donc de période, on va dire, de jeune conducteur, hein, vous avez 3 ans, et donc forcément pour aller jusqu'à 12 points, vous allez récupérer 2 points à chaque fois. Donc ça va faire 6 points, au bout d'un an, 8 points, au bout de 2 ans, 10 points, et à la 3e année, au bout de 3 ans, vous avez vos 12 points, si vous n'avez pas fait d'erreur, évidemment, pas d'infraction. Si vous êtes en conduite accompagnée, vous partez aussi sur une base de 6 points, d'accord? Mais là, la conduite accompagnée, c'est une période probatoire uniquement de 2 ans après, quand vous avez passé votre permis de conduire. Ça réduit la période probatoire à 2 ans. Donc, vous partez sur 6 points. Mais après, vous allez gagner 3 points au lieu de 2 points normalement. Donc 3 points, donc vous allez arriver à 9 points. Et puis ensuite, au bout de la 2e année, quand vous ne serez plus en période probatoire, vous allez encore récupérer 3 points si vous n'avez pas fait d'infraction. D'accord? Donc comme on était à 9 plus 3, ça fait 12 points. Donc le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 6 points, réponse B. Et sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points. Donc là, c'était réponse B et C. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, je vois que mon clignotant est en fonctionnement. Je vais donc tourner à droite. Ce qui fait que je vais être dans une zone de rencontre avec ce piéton-là. Le piéton est dans un passage piéton. Il est donc prioritaire. Du coup, quand je vais tourner, je vais devoir, moi, m'arrêter pour le laisser passer. Et une fois qu'il aura fini de traverser la route, je pourrai continuer de tourner. D'accord? Mais je ne suis pas prioritaire. Je dois la laisser passer, cette personne-là. Donc c'était réponse A, je cède le passage au piéton. Il est obligatoire d'avoir un gilet haute visibilité par place assise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est obligatoire d'en posséder au moins un à portée immédiate, à portée de main dans la voiture. Il n'y a pas d'obligation d'en avoir plusieurs. Certains pays, en Europe, attention, c'est obligatoire. Renseignez-vous en fonction des pays. Mais en France, ce n'est pas obligatoire d'en avoir plusieurs. Par contre, c'est fortement conseillé pour leur sécurité, pour bien être vu. Si vous avez des enfants notamment, c'est bien qu'ils soient bien visibles au moment où vous avez votre véhicule en panne et que vous êtes sur le bord de la route. Donc là, c'est réponse B. Ce conducteur utilise la bonne main pour ouvrir sa portière en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc je vous donne une astuce, c'est toujours d'utiliser la main qui se trouve au centre, c'est-à-dire là où il y a le levier de vitesse. Pourquoi? Parce que regardez, là le fait d'utiliser la main qui est plus au centre de la voiture, ça lui permet là de décoller les épaules du siège et de bien pouvoir se retourner pour voir directement, en vision directe, voir s'il y a quelqu'un qui arrive. C'est la façon la plus sûre d'ouvrir une portière. Donc si vous êtes conducteur, il faut utiliser finalement la main droite parce que c'est celle qui est au centre. Si vous êtes un passager avant, sur le côté, il faudra utiliser la main qui est du côté du levier de vitesse, donc la main gauche, pour procéder de la même façon. Donc là, c'était réponse A. Le système Isofix permet d'installer correctement un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système Isofix, c'est pour clipser le siège auto à la voiture quasiment, à la banquette. Vous avez vu là sur les nouvelles voitures, mais depuis pas mal d'années quand même maintenant, vous avez toujours une petite barre qui est ici. Donc c'est un renfort, c'est super costaud. Et là, avec ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'insérer dedans et ça va se clipser dedans. Et là, c'est super résistant, c'est super solide. Donc, il n'y a pas meilleur comme système d'installation. Donc, ça s'appelle le système Isofix. Donc, c'était réponse A. Parmi les tués, les piétons surreprésentés sont les personnes âgées, réponse A, les enfants, réponse B. Alors c'est vrai qu'un enfant c'est dangereux sur la route, ça on le sait automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils n'ont pas conscience des dangers non plus. En plus ils ont du mal par rapport à nous à évaluer les vitesses et les distances. Mais ils sont quand même assez rarement tout seuls sur la route, souvent ils sont accompagnés d'un parent, ce qui limite quand même le risque. Par contre, les personnes âgées là, elles sont souvent seules sur la route. Vous avez remarqué, elles se promènent souvent toutes seules sur la route, sur le trottoir mais aussi sur la route. Et donc elles sont rarement accompagnées. Et alors le problème des personnes âgées, c'est qu'elles entendent moins bien et elles voient moins bien aussi. Donc, et leur faculté de déplacement, c'est-à-dire leur rapidité de déplacement, elle est assez lente quand même. Ils ont du mal à se déplacer rapidement. Donc en fait, s'ils ont fait une mauvaise évaluation, ils pensaient avoir le temps d'arriver, et puis ils se sont engagés et ils se rendent compte que c'est un peu trop tard, ils n'arriveront pas à presser leurs pas ou à courir pour éviter l'accident non plus. En plus de ça, il est possible carrément qu'ils ne vous aient même pas entendu arriver. Du coup, les personnes âgées représentent plus de la moitié des tués. Donc c'était réponse A. J'accélère toujours fortement pour m'insérer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là nous sommes sur une voie d'insertion. Parce que là c'est un axe rapide, vous avez vu il y a 3 voies ensuite dans mon sens de circulation. Quand je vais arriver sur une voie d'insertion, en règle générale, le but c'est d'avoir toujours la même allure que les autres véhicules. C'est pour ça qu'on a tendance à l'appeler, à tort d'ailleurs, la voie d'accélération. Mais des fois il ne faudra pas accélérer. Si ici vous avez un bouchon, avec énormément de trafic et que ça roule à 10 km/h ou 20 km/h. Vous n'allez pas accélérer fortement, ça serait même dangereux. Donc en fonction de la situation, il ne faudra pas accélérer fortement. Pareil, si vous avez un poids lourd qui est juste ici,
Par exemple, là, vous avez la voiture rouge et à ce niveau-là, vous avez un poids lourd. Vous n'allez pas décider de passer devant le poild lourd parce qu'en plus de ça, il y a encore un autre véhicule devant. C'est pas possible. Vous allez donc passer derrière. Et si la voie d'insertion, déjà, là, il n'y avait pas un gros virage derrière, vous allez déjà arriver à une bonne allure dans cette voie d'insertion. Vous arriverez peut-être même dès le début à la même allure que ce poids lourd. Et là, vous n'allez pas non plus accélérer, mais vous allez rester derrière. Je prends un peu le temps de vous expliquer tout ça parce que ça vous sera utile pour la conduite plus tard. Là, vous avez vu d'ailleurs, on est déjà à 100 km/h. Je vais pas accélérer fortement pour m'insérer parce que j'ai déjà quasiment la bonne allure pour m'insérer. Donc c'était bien réponse B. J'accélère, réponse A. Je serre immédiatement à droite, réponse B. Je ralentis, réponse C. Donc, on a entendu, vous avez entendu, hein, la sirène. Donc, on a un véhicule d'urgence derrière. On l'a reconnu grâce à la sirène à 2 tons. Hein. Ça faisait pas 3 tons, c'était à 2 tons. Donc, j'ai bien dit je dois, lui faciliter le passage. Alors, si j'accélère, je vais me rester devant lui. Et puis, vous avez vu, il y a une intersection avec des véhicules qui attendent déjà devant. Et en plus de ça, c'est un pont avec très peu de place pour dépasser. Donc, si je reste bloqué ici, je vais bloquer la circulation et lui pourra pas passer. Il ne pourra pas me dépasser du tout. Et si je serre immédiatement à droite, c'est bien, je vais me serrer à droite, mais après, je vais devoir m'écarter à cause du trottoir. Donc, il va falloir faire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je ralentisse, parce que l'idéal, c'est que je patiente ici, en fait, dans cette zone-là, que je patiente ici, comme ça, lui peut passer, et puis moi après je reprendrai ma direction comme prévu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir et je serre immédiatement à droite, ici, dans cette zone-là. Je peux pas le faire plus loin. Donc réponse B et C. Un motard me dépasse puis tend la jambe droite. Cela signifie qu'il est mécontent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand un motard vous dépasse et qu'il vous tend la jambe droite, c'est pas parce qu'il est mécontent. C'est parce que s'il vous fait un signe de la main, là, ici, avec sa main droite, déjà dans un premier temps, il va lâcher le guidon, donc il prend des risques. Et en plus de ça, quand il va lâcher la poignée à droite, ça va lui faire lâcher l'accélérateur. Et donc, il va reperdre de la vitesse et il risque de vous gêner et de se mettre en danger. C'est pour ça qu'il dit merci avec son pied droit. Parce que là, au pied droit, c'est la commande du frein. Donc, réponse B. Le véhicule gris crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à propos de cette voiture grise-là? On peut voir qu'elle est arrêtée sur la bande cyclable, qui est ici, ici, là, d'accord? Ici, elle est arrêtée au niveau d'une sortie de quelque chose qui est privé, d'un magasin, je sais pas trop ce que c'est. Elle a encore ses feux stop qui sont allumés et on devine les feux de croisement vers l'avant. Donc on se doute bien qu'elle ne va pas rester ici. On ne sait pas combien de temps elle va rester là. Donc là, ça devient un danger supplémentaire. En plus, elle n'a pas mis de clignotant ni à droite ni à gauche, donc on manque vraiment d'informations. Donc que va-t-elle faire? Est-ce que en sortant, elle s'est arrêtée 2 secondes pour me laisser passer et puis elle va s'engager derrière? Ou est-ce qu'elle est arrêtée parce qu'elle est au téléphone? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'elle va ouvrir sa portière? Tout ça, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle va s'engager? Je n'en sais rien. En plus de ça, il y a un danger, il y a un véhicule derrière. Donc ce véhicule gris crée bien une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est quand on ne sait pas comment va se dérouler l'avenir. Et là, je n'ai aucune idée de son intention. Donc c'était bien la A. Est-ce que je fais un appel lumineux?
Bah ici, il est quand même préférable de prévenir de mon arrivée. Il fait un peu sombre, vous avez vu d'ailleurs, elle a mis ses lumières, hein. Le véhicule derrière aussi a mis ses lumières. Donc, comme il fait un peu sombre, faire un appel lumineux, ça va permettre d'alerter ce conducteur que j'arrive et donc qu'il fasse plus attention, qu'il ouvre pas sa portière par exemple, ou qu'il ne s'engage pas juste devant moi. Donc c'était réponse A et C. Par rapport à un conducteur expérimenté, un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Se fatigue plus vite. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est pas pour rien qu'on met une période probatoire pour les jeunes conducteurs et que les limitations de vitesse sont différentes. C'est parce que justement ils sont encore pas mal concentrés sur la mécanique de la voiture et puis ils manquent d'expérience évidemment, donc ils détectent moins d'indices que un conducteur qui a plus l'habitude de conduire. Et il va se fatiguer plus vite parce qu'il doit faire plus d'efforts pour se concentrer là-dessus. Donc là c'était réponse B et C. Plus une voiture est équipée d'aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai que les aides à la conduite, c'est censé améliorer la sécurité et aussi vous simplifier la conduite. Mais il y a aussi des conséquences à ça. C'est que vous risquez d'être moins attentif parce que vous savez que vous avez plus d'outils à votre conduite. Et puis par exemple aussi vous avez le GPS qui va vous aider à la conduite, ça c'est une aide à la conduite. Mais si vous regardez trop souvent votre GPS, vous serez moins concentré sur l'extérieur et donc vous allez réagir trop tard. Donc il ne doit surtout pas relâcher votre attention, tous ces outils-là. Donc ça peut être vrai. Donc c'est réponse A. Une mention sur le permis peut autoriser uniquement la conduite des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il existe plus de 100 mentions qui peuvent être inscrites au verso de votre permis de conduire. Code 69 par exemple, comme ici. Donc ça veut dire limité aux véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Donc ça s'appelle un EAD aussi. Comme ça, vous ne serez pas surpris par ce terme-là. Donc l'installation peut être proposée à la place d'un retrait de permis de conduire, par exemple, ce qui permet de conserver le droit de conduire. Donc vous pouvez ainsi poursuivre vos activités professionnelles, sociales ou familiales, parce que vous êtes dépendant de la voiture. Mais par contre, il faut accepter d'équiper votre véhicule d'un éthylotest. Ça veut dire que vous soufflez dedans et s'il est positif, la voiture ne pourra pas démarrer. C'est une sécurité. Donc là, c'est réponse A. Plus la vitesse est élevée, plus la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue. Réponse A. Augmente. Réponse B. Alors en effet, plus la vitesse augmente, plus le champ visuel va se rétrécir. On verra de moins en moins les informations sur les côtés parce que l'œil n'est pas capable d'analyser rapidement ce qu'il y a sur les bords, ça défile trop vite. Donc il va faire comme une vision tunnel en fait si vous voulez. Donc le regard et nous finalement
le conducteur ne pourra traiter les informations que vraiment sur le centre, sur le devant. Donc là, on vous demande si la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue ou augmente si notre vitesse est plus élevée. Donc là, ça va diminuer. On verra de moins en moins ce qui se passe sur les côtés. Donc c'est réponse A. Mes balles et d'essuie-glace sont usées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir que c'est flou, on voit même toutes les traînées, vous avez vu ici. Donc quand ça laisse des traces sur le pare-brise, oui, les essuie-glaces sont usés. Ici, ils sont même extrêmement usés. Donc c'est réponse A. Comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le système de surveillance d'angle mort? Eh bien, des fois, vous avez, ou ça peut être dans le montant de la portière aussi, mais souvent ici, à ce niveau-là, vous avez un petit symbole qui vous signale que vous avez quelqu'un dans l'angle mort, un petit voyant rouge qui se met dans votre rétroviseur ou au niveau du montant de la portière. Mais attention, ça ne détecte pas tous ces voyants-là. Il suffit qu'il y ait un piéton qui arrive plus sur le côté, là, et ça ne va pas être détecté. Donc, dans tous les cas, ça ne suffit pas. Il faut quand même se retourner pour regarder soi-même. Donc, je n'ouvre pas la portière sans précaution. Donc, la question, c'était comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Non, je dois faire quand même un contrôle en vision directe. Donc, réponse B. J'entre dans une zone 30, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B. La vitesse est limitée. Dans cette rue seulement, réponse C. Dans tout le quartier, réponse D. On a le panneau limitation 30 km/h qui est dans un grand rectangle où il y a écrit zone. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone 30. Une zone 30, ça veut dire que c'est cette rue-là, mais c'est aussi la rue de droite et puis les rues qui sont peut-être perpendiculaires aussi, jusqu'à ce qu'on rencontre le panneau fin de zone. C'est mis pour tout un quartier. Donc j'entre dans une zone 30, oui, réponse A. Est-ce que la vitesse est limitée dans cette rue seulement ou dans tout le quartier? C'est dans tout le quartier. Donc c'était réponse A et D. Le véhicule A risque de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule B risque de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule A a mis un clignotant à gauche, donc il est fort probable qu'il se mette à dépasser, même s'il y a beaucoup de circulation, mais là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a une sortie. Donc il est possible que les véhicules de droite ralentissent un petit peu pour sortir. Du coup, il est fort probable qu'il se mette à dépasser, c'est pour ça qu'il a son clignotant à gauche. Le véhicule B, lui, il a le clignotant à droite et il risque très probablement en effet de prendre la sortie à droite. Donc il risque pas de dépasser mais plutôt de sortir puisqu'il a son clignotant à droite. Donc là c'était réponse A et D. J'accélère, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je ralentis et je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D.
Alors ici, vous voyez, on arrive sur un passage piéton. On observe toujours des deux côtés du passage piéton avant de traverser. Ça, prenez l'habitude quand vous serez en voiture d'aller chercher l'information sur le trottoir à droite et aussi l'information à partir d'ici et sur toute la longueur là. Parce qu'il peut y avoir un piéton qui est caché derrière un autre véhicule. Alors, là, en plus, ce piéton-là, vous avez vu, il n'observe pas du tout ce qui se passe devant. Donc, ça devient, en plus de ça, très dangereux. Vous avez non plus personne qui vous colle aux fesses, hein, donc il n'y a aucun souci pour prendre cette décision de s'arrêter pour laisser passer ce piéton. Donc c'était réponse D. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage? À droite, réponse C. À gauche, réponse D. Alors, là, on peut voir ici que vous avez un panonceau qui nous dit stop dans 50 mètres. Donc, quand c'est un stop, ça veut dire que je devrais m'arrêter, obligatoirement. Donc là, c'était déjà la réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage, sachant que je tourne à droite, hein, ici on voit bien, à droite. Est-ce que je devrais céder le passage à droite et à gauche? Alors, quand vous arrivez à une intersection, il faut toujours, même si vous tournez à droite, céder le passage des deux côtés. Donc là, vous avez un stop, ici, voilà, et vous arrivez là, ok? Et là, vous dites, bah moi je tourne à droite, donc en fait, je vais gêner uniquement ceux qui arrivent de là. Donc j'ai que cela à laisser passer puisque je vais pas emprunter la voie d'à côté. Mais il faut bien vous dire que il est possible qu'une voiture arrive dans ce sens-là, et puis, bah, je sais pas, moi, soit il y a un vélo qui est ici, là, ou des travaux, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'écarter. Et donc, si elle s'écarte pour dépasser, eh ben là, on va arriver sur un face-à-face. Ok? Et moi, j'avais un stop. Je devais la laisser passer. Donc, je dois laisser passer toujours des deux côtés. À droite, on n'y pense pas toujours. Donc, c'était réponse A, C et D.